Salut Charlotte. Salut Marc. On va se dire bonjour en tahitien. Comment on dit bonjour en tahitien? Yaorana. Yaorana Charlotte. Yaorana Marc. Tu t'appelles Charlotte Esposito, tu es une spécialiste des cétacés et tu es la fondatrice et la dirigeante d'une association qui s'appelle Océania, une association qui étudie les cétacés en Polynésie. La dernière fois, on avait parlé de toi, d'où tu venais, du fait que tu es une jeune maman qui va bientôt accoucher. Comme j'ai dit la dernière fois, j'interviewe deux personnes aujourd'hui en une, si j'ose dire. Donc j'espère que tout se passe bien pour toi de ce point de vue-là et merci de te rendre disponible à ce moment si spécial de ta vie. Et aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, si j'ose dire. On va commencer à dérouler nos généralités sur les cétacés. Les cétacés, ce sont entre 86 et 90 espèces, selon les débats des spécialistes. Est-ce que tu peux m'éclairer sur quoi portent ces débats? Le chiffre que tu retrouveras le plus régulièrement, c'est vraiment 86 espèces parce que c'est celui que tu retrouves sur la database mondiale et qui essaie un petit peu de mettre d'accord tout le monde. Pourquoi ce débat? C'est tout simplement parce que plus le temps passe, plus l'homme a accès à des outils de plus en plus performants et notamment génétiques. Et donc parfois, des espèces dont on n'aurait pas fait la distinction, il y a une distinction qui se fait maintenant sur une toute petite différence génétique. C'est-à-dire que visuellement, juste sur des critères morphologiques, physiologiques, etc., tous les rassembler. Et lorsqu'on a eu enfin accès à un individu qu'on a pu prélever, on s'est rendu compte que il devait donner lieu à une nouvelle espèce. Et donc finalement, toutes ces nouveautés génétiques qui nous permettent aujourd'hui de distinguer de nouvelles espèces ou pas. Et dans le sens inverse, malheureusement, on va en parler ensemble au cours de ces épisodes, mais toutes les menaces qui pèsent aujourd'hui autour de ces grandes populations en font disparaître certaines. Donc tu as aussi des espèces régulièrement qui disparaissent. C'est vrai. J'ai oublié de dire que les cétacés sont un ordre, pour parler un peu de systématique, de la classe des mammifères, pour raccrocher à des wagons qu'on connaît. Voilà, donc les cétacés sont un ordre de la classe des mammifères. On a dit 86 espèces, on va s'accorder là-dessus pour que les choses Oui. soient claires, dont 81 espèces marines et 5 qui sont dulsaquicoles, qui est le mot qui signifie tout simplement de ces animaux qui vivent en eau douce. 5 espèces de cétacés vivent en eau douce, on en parlera en temps voulu. Peut-être tu peux juste nous dire quelques noms qui font rêver de ces dauphins d'eau douce. Alors, on entend beaucoup parler du dauphin rose, qui est également le dauphin boto, qui est un dauphin qui vit en eau douce. Il y a des dauphins de Chine et il y a énormément de dauphins qui, malheureusement, de ce côté-là, qui évoluaient dans nos rivières, qui ont disparu progressivement. Donc aujourd'hui, il en reste plus que 5. Pourquoi leur disparition est, un petit peu plus importante peut-être que les autres espèces océaniques dont on va parler? C'est tout simplement dû à leur proximité avec l'homme et notamment le fait qu'ils évoluent dans des rivières de plus en plus polluées, un habitat qui est de plus en plus impacté, dégradé et changeant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les espèces d'eau douce chez les cétacés se font de plus en plus rares. Mais elles sont bel et bien présentes et c'est important de le souligner, comme tu dis, parce que dès qu'on pense à dauphin, on pense pas nécessairement à un dauphin tout rose avec un très long bec qui vit dans une rivière avec des moustaches. Donc voilà, c'est vraiment important de le souligner. On entend des bruits derrière toi et c'est normal, hein, on est chez toi, les gens bossent déjà. Il est quelle heure là en Polynésie, à 8h20 Tahiti? du matin. Il est 8h20 du matin pour que les gens se rendent compte, il est 19h20 en France, donc on est vraiment un peu aux antipodes dans tous les sens du terme, toi et moi. Cette précision étant faite, j'avais promis quelques noms, donc il y a le boto, le dauphin rose d'Amazonie, il y a le souk-souk ou boulan, c'est ceux qui sont dans le Gange et l'Indus, il y a le dauphin de la Plata, le dauphin de Chine que tu as évoqué serait éteint, malheureusement, Oui. mais tous ces noms-là, on les reverra, que les auditeuristes ne s'inquiètent pas, on y reviendra, c'était juste pour balancer quelques noms, mais évidemment, on reviendra en temps voulu sur ces cétacés d'eau douce. Charlotte, alors on a vu le nombre, on a vu que voilà les cétacés c'était un ordre, d'accord. On va continuer à aller du général au particulier. J'aimerais que tu nous expliques la différence un peu précise entre un dauphin et une baleine. Tous sont des cétacés. Les baleines et les dauphins, on appelle ça des noms vernaculaires ambigus. C'est ambigu, hein, c'est pas des termes scientifiques, mais malgré tout, ils recouvrent certaines réalités et j'aimerais que tu nous fasses la différence. C'est vrai que comme tu le dis, souvent on a tendance à confondre un petit peu les deux parce que c'est pas toujours des notions qui sont très claires. Aujourd'hui, sur quoi on s'est accordé, c'est que les dauphins représentent quand même des espèces avec une taille qui n'excède pas les 5 mètres, alors que les baleines, tu auras tendance à parler de vraiment de grands cétacés.
Mais si on veut vraiment être spécifique, donc chose qu'on va essayer d'être ensemble progressivement, en fait, on pourrait parler de baleines de façon générale pour absolument toutes les espèces, mais de faire la distinction entre des baleines qui ont des dents et les baleines qui ont des fanons. Ce qui nous amène en fait à introduire cette notion d'odontocètes, donc des baleines à dents, et de mysticètes, de baleines à fanons. Alors là, tu viens de me couper le fanon sous le pied, si j'ose dire. Effectivement, c'était l'autre grande distinction que je voulais aborder avec toi, ce qu'on appelle entre nous les odontos et les mystis, les odontocètes et les mysticètes. Odonto, en étymologie, signifie la dent, on en a tous l'intuition, hein, odontologue, etc., odontologie, et mystis se réfère au fanon. Au fanon, exactement. Cète, c'est tout ce qui est baleine, donc odontocète, c'est baleine à dents, et mysticète, mystie, tu l'as dit, c'est les poils ou en tout cas les fanons, et donc mysticète, ce sont les baleines à peigne, à poils, en tout cas à fanons. Voilà d'où vient l'étymologie. Alors concernant la mythologie, Charlotte, est-ce que tu nous dirais qui était Céto dans la mythologie grecque? Alors, donc Céto, c'est une divinité marine qui est présente dans la mythologie grecque et qui est la fille de Pontos et de Gaïa, qui a eu un tas de représentations assez différentes. Pontos, c'est la divinité des flots, Oui. Et Gaïa, c'est tout simplement la divinité de la terre. Exactement. Pardon, continue. Je t'en prie. Et donc, notamment dans les représentations, tu la retrouves souvent sur les fresques représentées dans la constellation de la baleine également, qui est issue ni plus ni moins que de la mythologie grecque. Et c'est vrai que du coup, Céto, on en fait souvent référence dans la mythologie lorsqu'on parle des cétacés. La mythologie grecque, quand tu reprends un petit peu les grandes histoires et illustrations que l'on peut retrouver, tu retrouves notamment Andromède, Hésione, Hercule, toutes ces histoires dans lesquelles les princesses sont sauvées in extremis d'un monstre marin. Donc ça pose un peu on va dire, le cadre de la mythologie grecque. Ouais, c'est vrai. J'ajouterais que cette fameuse Céto, qui était cette fille de Pontos et de Gaïa, s'est unie à son frère, bon, la mythologie parfois c'est comme ça, qui s'appelait Phorcys apparemment, et c'est elle qui a engendré les fameuses gorgones, qui s'appelaient Sténo, Euryale et la très connue Méduse, et elle a aussi engendré Céto les Grées, qui s'appelaient Dino, Ennio et Panfredo. Et elles, les Grées, elles avaient une particularité, c'était un peu les sœurs des Méduses. Elles se partageaient un seul œil pour voir. Ce qui est assez étonnant, ça, on trouve ça chez Hésiode. Tu as cité Andromède qui a été enchaîné et pour être sacrifié à un monstre envoyé par Poséidon qui s'appelait Céto. C'est ça. Voilà, la fameuse Andromède qui a été sauvée par Persée, qui a coupé la tête de la fameuse gorgone Méduse. Bon, tout ça, c'est passionnant, la mythologie. Et je finirai par dire que voilà, en étymologie, le latin cété vient du grec kétos, qui désigne à la base les plus gros poissons de la mer. Kétos, à l'origine, ça veut dire un très gros poisson. Voilà. Exactement. C'était aussi pour être complet sur cette origine de cétacé. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas spécifiquement destiné aux baleines. De toute façon, il est fort à parier que dans la mythologie, ils ne faisaient pas cette énorme différence qu'il y a entre ces mammifères marins et ces poissons. Du tout, tu fais vraiment bien de le souligner. C'est vrai que cette notion que nous on fait du fait que les cétacés soient des mammifères, c'est quelque chose qui est arrivé très très tardivement, ce qui, je pense, explique leur représentation dans l'imaginaire de l'homme, que ce soit au travers de la mythologie grecque, mais également d'autres légendes, des légendes irlandaises, islandaises, il y en a beaucoup, et même des légendes qui sont issues des peuples inuits ou des Amérindiens, même si leur représentation peut différer en un tas de points, cette distinction du fait que les cétacés soient des mammifères n'apparaît en aucun point. C'était toujours un gros poisson, des monstres. Et c'est très intéressant de voir un petit peu, moi je trouve, l'évolution du regard de l'homme qui est associé, on va dire, et qui évolue en parallèle aux découvertes un petit peu scientifiques, de voir la représentation que l'on a de ces animaux. On a parlé un peu de mythologie, c'était bien. J'avais envie de donner quelques records sur cet ordre des cétacés. J'aimerais d'abord que tu nous dises que le plus gros, le plus lourd être vivant ayant jamais existé sur Terre, j'aimerais que tu nous dises son nom et ses mensurations et son poids. Alors c'est la baleine bleue ou le rorqual bleu, on en entend beaucoup parler. Au niveau de ses mensurations, on est sur des animaux qui peuvent avoisiner les 30 mètres de long pour 170 tonnes.
ce qui est complètement énorme. Malheureusement, hein, des individus qui avoisinent les 30 mètres, ben, c'est de plus en plus rare. C'est malheureusement dû à l'activité de chasse baleinière qui a été très intense, qui a ciblé cette espèce pendant une période, et ce qui a amené tout simplement à ce que génétiquement, ben, les plus grands individus soient ceux qui soient chassés en priorité, parce qu'un petit peu plus lents. Et donc, ben, génétiquement, ces gènes ne se sont tout simplement pas transmis dans la population. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux vraiment, enfin, un concept qui s'applique à énormément de mammifères, c'est que plus les décennies passent, ben, plus les très très grands spécimens se font rares. Donc une baleine bleue de 30 mètres pour 170 tonnes, il en reste quelques-unes dans nos océans, mais c'est clairement pas la majorité. J'ajoute que c'est vrai que c'est voilà cet être le plus lourd et le plus long qui ait jamais peuplé la Terre, hein. C'est-à-dire que même à l'époque des dinosaures, il n'y a pas eu plus que ça. C'est-à-dire C'est que ça, cette baleine-là dont tu viens de parler était plus lourd que les plus lourds dinosaures, que sont le exactement. diplodocus, le brontosaure, etc. Je glisse avec un sourire rapide et gêné que c'est aussi le plus long pénis, puisque le pénis de la baleine bleue avoisine 2 mètres. Je le glisse au passage, hein, on est dans les records. Dire aussi que le plus grand prédateur terrestre, bah, c'est le cachalot. Hein, Oui. donc c'est encore un cousin, c'est un membre de la famille. Et j'aimerais maintenant que tu nous dises un autre record méconnu qu'ont les cétacés, c'est que ce sont les plus vieux mammifères. J'aimerais que tu nous parles de la baleine boréale. La baleine boréale peut avoisiner les 200 ans. On va dire que les datations les plus précises qu'on ait eues sur des individus, elles étaient plutôt autour des 150 ans. Mais l'hypothèse est vraiment posée que ce sont des animaux qui peuvent vivre jusqu'à 200 ans, voire plus, parce qu'il y a un mécanisme complètement fascinant qui a été mis en évidence chez elles. C'est la possibilité tout simplement de régénérer leurs cellules, c'est-à-dire que le corps identifie les cellules malades, va les détruire volontairement pour les remplacer par des cellules saines. Donc ce mécanisme biologique, en fait, n'est ni plus ni moins que l'équation de l'immortalité, en quelque sorte. Et bah, comme tout processus biologique, il est de moins en moins efficace avec le temps. Et ce qui fait que progressivement, il y a quand même quelques cellules malades qui vont réussir à persister dans le corps de l'animal et parfois amener à sa mort. Mais aujourd'hui, honnêtement, très très peu de cétacés meurent de vieillesse, hein. Et cette baleine, elle est très impactée notamment par le risque de collision dont on avait un petit peu discuté ensemble. C'est une baleine qui n'est pas très rapide, qui passe énormément de temps en surface et qui donc est très exposée sur les axes maritimes qui sont en augmentation dans le monde. La baleine boréale, comme son nom l'indique, vit dans les eaux très froides de l'Arctique. C'est pour moi la plus jolie. Ça n'a aucune espèce d'importance ni de valeur ce que je viens de dire. Elle est très reconnaissable à son beau menton blanc sur lequel il y a des petites taches noires. Oui. C'est vraiment une très très belle baleine avec sa gueule blanche, son menton blanc. J'ai lu quelque part, on va rester un peu sur la baleine boréale, que cette baleine était exempte de cancer pour les raisons que tu as dit, grâce à cette régénération des cellules. Elle est étudiée pour ça, elle peut vivre très longtemps. Une baleine contiendrait 100 000 fois plus de cellules qu'un homme. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il n'y ait pas de cancer, puisqu'on sait que voilà, le cancer, c'est la multiplication anarchique de certaines cellules, et donc il y a beaucoup plus de risques a priori chez les baleines, mais pourtant, elles ne sont pas victimes de ce phénomène. Je ne sais pas si tu as eu des publications là-dessus. En effet, ça a fait l'objet d'études scientifiques, hein, ce processus dont les baleines boréales ont, comment dire, le secret entre parenthèses et déploient. Il y a autre chose qui a été pointée du doigt aussi, qui est en fait cette possibilité que chez les grands cétacés, et donc potentiellement chez la baleine boréale et chez les baleines à bosse aussi, il y a des espèces de rituels chez ces animaux, de guérison, où tu aurais un individu qui serait identifié dans le groupe comme présentant un taux de cellules malades importante et qui serait placé au centre du groupe. Et en fait, les animaux émettraient autour d'elle une vibration, et ces vibrations-là feraient vibrer la cellule sur la vibration spécifique d'une cellule qui normalement est elle saine. Et donc ça aurait pour faculté d'aider à la régénération de ces cellules entre individus. Donc on parle ni plus ni moins d'espèce de thérapie de groupe chez les baleines grâce au son, une thérapie un peu acoustique. Rassure-moi, ces papiers dont tu parles sont des Oui, papiers très sérieux, très publiés dans les revues les complètement, moins, complètement. comment dire, soupçonnables de délire, hein. On parle de Nature, on parle de Non, non, PLOS non, ONE. non, ce que je te pose, c'est vraiment en effet des études sérieuses qui montrent ces propriétés-là.
Chère Charlotte, on va continuer avec les records, c'est pas fini. Toujours chez les mammifères, il y a le record de profondeur. Oui. Je te laisse nous dire l'espèce, qui est une espèce différente, qui a l'actuel record de profondeur. Alors François Sarano nous l'avait bien dit, ce n'est que ce qu'on a pu mesurer C'est ou ça. entrevoir, mais ce n'est peut-être pas le record absolu, mais je te laisse quand même nous éclairer sur cette question des records de profondeur. Alors, pendant longtemps, c'est vrai qu'on a d'ailleurs suspecté qu'il s'agissait du grand cachalot, dont François vous a beaucoup parlé. Physéter macrocéphalus, qu'on salue. Exactement, qu'on salue au passage. Mais en fait, il s'agit de la baleine à bec de Cuvier, qui est donc un odontocète, et qui est une baleine qui mesure à peu près 6-7 mètres de long, et qui peut passer la barre des 3000 mètres de fond pour plus de 3 heures d'apnée. Donc c'est quand même complètement impressionnant, ce qui est par contre rempli de vérité qu'il faut toujours garder à l'esprit dans l'étude de ces animaux, c'est que là on parle d'un individu sur lequel on a déployé une balise et qui a enregistré ce record, ce qui veut dire que peut-être que d'autres individus vont encore plus profond et restent encore plus longtemps. Donc ça c'est quand même très important à garder à l'esprit, je pense. Absolument. Baleine à bec. Alors là, pour moi, c'est un des trucs qui m'intrigue. C'est un des noms qui m'intrigue puisque la baleine à bec ressemble grosso modo de loin à un dauphin. Elle a un rostre, si je dis pas de bêtises. Elle Oui. a des dents bizarres, un peu comme un sanglier sur ce rostre. J'invite celles et ceux qui nous écoutent à regarder à quoi ressemblent les baleines à bec. Et pourtant, enfin voilà, c'est des baleines, mais qui ressemblent à des dauphins, hein. Je sais pas si tu comprends mon incompréhension. Oui, c'est un peu l'incompréhension qu'on présentait en introduction, c'est que finalement on lui associe le mot baleine, donc on s'attendrait en termes de morphologie à quelque chose de beaucoup plus robuste, on va dire moins bien profilé, et en fait c'est clairement un gros dauphin, les baleines à bec, et donc comme je te le disais tout à l'heure, elles possèdent ce long rostre, elles ont un melon, elles rejoignent en plein de points les dauphins, mais je comprends parfaitement que quand tu la regardes visuellement, ne te vient pas à l'esprit en premier baleine. La baleine à bec, si je ne dis pas de bêtises, a aussi un record de durée de plongée. La baleine à bec de Cuvier, qui détient le record de profondeur en dépassant la barre des 3000 mètres, a également dépassé le record de temps en apnée autour de 3h40. Donc c'est deux individus qui ont été suivis. Ces records de temps jusqu'à présent étaient vraiment souvent rattachés au cachalot parce qu'il y a tout un mécanisme en place très spécifique et déployé et qui lui permettent de l'aider dans ses plongées. Et pour la baleine à bec de Cuvier, pour le moment, on a très très peu d'informations et d'hypothèses sur ce qui lui permettrait de rester aussi longtemps sous l'eau. Donc c'est assez Ouais. étonnant. C'est ce que défendait François, hein. C'est vrai que les champions en théorie de la plongée profonde sont les cachalots, tout simplement parce qu'ils vont chercher leur proie. On pense bien sûr au très grand Architeuthis, enfin, ces calmars géants, hein. On en a tous une idée, ces combats fabuleux dont on a parlé dans les épisodes avec François. Donc il va chercher ses proies très profondes, il en a besoin, hein. C'est évidemment pas pour s'amuser qu'il fait ça, c'est lui un grand champion de l'apnée, de la plongée très profonde. Mais c'est vrai que de manière surprenante, c'est la baleine à bec, c'est les baleines à bec qui, pour l'instant, ont les records entre guillemets homologués. On va pas en faire des caisses, on verra bien. Je pense que la science apportera des compléments dans les années qui viennent, c'est évident. Il y a un autre record dont j'aimerais parler avec toi, Charlotte, c'est la distance annuelle parcourue par ces mammifères, qui est pas loin, elle aussi, d'un record tout simplement planétaire. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ces distances parcourues? En effet, chez les mysticètes, tu as des espèces comme la baleine à bosse qui chaque année réalise des migrations entre les zones froides et les zones chaudes de nos globes. Et aujourd'hui, on a des migrations qui dépassent chez les baleines à bosse les 25 000 kilomètres Par an, je par an, précise, même si exactement. c'est évident. Ouais, par an. Oui, que je rapprocherais des 80 000 kilomètres par an que parcourt cette fois-ci un oiseau qui s'appelle la sterne arctique, qui elle a le record chez les oiseaux. Donc on voit que c'est quand même 4 fois moins, mais c'est pas le même milieu. L'eau et l'air, c'est pas tout à fait pareil, chacun en a l'intuition. Donc c'est quand même un sacré record aussi, c'est 25 000 kilomètres par an que tu viens de dire. Autre record étonnant, toujours parmi les mammifères, les cétacés prodiguent à leurs bébés, si j'ose dire, le lait le plus gras. Oui, alors le lait, alors déjà, moi je trouve que même en termes de consommation, on est sur des choses qui sont assez impressionnantes, parce qu'à titre d'exemple, au cours du premier mois, un baleineau, ça va boire en moyenne 300 litres de lait par jour. Et donc, comme nous l'indiques parfaitement, le lait gras des cétacés permet à un individu de prendre en moyenne 60 kilos par jour.
Donc on a un lait maternel qui contient en moyenne entre 10 à 50% de gras, ce qui est clairement beaucoup plus gras que chez des mammifères terrestres, par exemple. Et chez nous, puisque Et toi-même chez tu vas devenir maman, tu nous Ouais. diras combien tu as de graisse par litre de Ben, lait? j'espère bien qu'il m'en réclamera pas 300 litres et qu'il prendra pas 60 kilos par jour, ouais. On est d'accord. Mais c'est vrai que du coup, ce lait très gras, alors, ça confère en soi un record, mais ça nous permet aussi de mieux comprendre l'importance de ce moment-là, hein, entre la maman et le petit, et le fait que même si ça se passe sur un temps très court, parce que finalement, les soins entre maman et petit, c'est pas très très long, ils sont complètement primordiales à la survie de ce petit. Donc on comprend parfaitement que sur un temps réduit, elle se donne à part entière à son enfant, et elle lui permet de constituer la couche de gras nécessaire pour regagner les eaux froides, hein, parce qu'elles vont quand même avoir un choc thermique assez colossal à l'échelle d'un mois. Donc ça c'est vu, le lait le plus gras du monde, jusqu'à 500 grammes de graisse par litre. Voilà, ça c'est dit. Un autre record sur lequel je passe vite, parce qu'on y reviendra plus tard dans nos épisodes, le globicéphale serait le mammifère, humain compris, qui dénombrerait le plus de neurones corticaux. Et je Ouais. pense que ça a à voir avec toutes ces histoires d'intelligence. C'est assez complexe, on en parlera évidemment avec toi un peu plus tard. Et j'aimerais qu'on finisse par des histoires de dents. Il se trouve que les cétacés ont aussi le record tout simplement du nombre de dents qui varie de 0 à 120. Et j'aimerais que tu nous donnes quelques exemples. Oui, alors alors déjà, donc du coup, quand on va parler du nombre de dents, on va se positionner du côté des odontocètes. Et tu as certains dauphins. Alors le dauphin à long bec notamment a une dentition qui est quand même assez importante, qui avoisine le fameux record dont tu nous as parlé. Et si on va complètement sur l'autre extrémité, on parlera à ce moment-là du narval, qui est un cétacé du coup qui vit en eau froide, hein, qu'on appelle aussi la licorne de mer, qui porte cette espèce de grande corne à l'avant, et qui est donc un cétacé qui a qu'une dent, voire pas de dents. Et idem, on reviendra dessus plus en détail, pourquoi certains ont cette dent et d'autres ne la portent pas. Son nom scientifique et l'étymologie de ce nom nous éclaire tout de suite dans le cas du narval, puisque c'est monodon. Et monodon, c'est clair pour tout le monde, ça veut dire une seule dent. Exactement. Voilà. Alors, le plus grand nombre de dents, je dois dire que c'est bizarrement un dauphin d'eau douce. C'est un platastinidé. Je crois que c'est le fameux dauphin de la Plata qui aurait 120 dents, et c'est lui le record apparemment. Les spécialistes nous diront si c'est vrai ou pas en termes de nombre de dents pures. C'est un dauphin d'eau douce et ça fait bien d'en citer un, puisque c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qui sont marins. Est-ce que tu as d'autres records que tu voudrais signaler, Charlotte, ou est-ce qu'on peut finir cet épisode ? Non, je pense qu'on peut finir cet épisode, et je pense que de toute façon, au travers de toutes les thématiques qu'on va aborder, on fera citer des chiffres encore plus surprenants. Maruru, Charlotte, Nana. Maruru, Marc, Nana. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Helloasso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.